Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Une élection libre et transparente, appelée de tous vœux en vue du renouvellement de l'instance dirigeante de la CCIB, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, alors en fin de mandat, les élus consulaires devront prendre le mal en patience. Une nouvelle ère de transition s'impose désormais pour l'institution. Ainsi, en a plutôt décidé le gouvernement à l'issue de son conseil des ministres en date du 23 janvier dernier, soit à 24 heures de la fin du mandat de l'équipe en place. Motif évoqué, nécessité de corriger les dysfonctionnements et contre-performances relevés dans la gestion de l'institution consulaire en procédant à une relecture des tests qui la régissent. Une période de transition qui renvoie à celle de 2011-2012 qui en son temps visait pourtant le même objectif. Qu'est-ce qui n'aura pas alors marché durant cette période de transition ? Quelle plus-value éventuelle à travers cette autre période de transition? Ce sont là, mesdames, messieurs, entre autres questions qui auront abeubli ce numéro de votre émission 100% Bénin. Pour en débattre, deux analystes, mais de deux profils différents. Et ce sera autour du thème « Nouvel administrateur provisoire à la tête de la CCIB. Quelle urgence ?» Avec moi, sur ce plateau, pour l'instant, décryptage et analyse, Rustico Rodrigue. Rodrigue Rustico. Il faut rester dans la chronologie qui s'impose. Analyste, il est fiscaliste et expert financier. Rodrigue Rustico, bonjour. Bonjour Joël, bonjour amis téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver Plaisir sur le plateau. partagé. Merci bien. En face de vous, Kazmi Pedjo. Qu'est-ce que ça fait aussi un bon moment pour celui-ci. Analyste aussi, il est le directeur de publication de la Nouvelle Économie. Kazmi Pedjo, bonjour. Bonjour Joël, tout le plaisir pour moi de retrouver les téléspectateurs de 100% Bénin. Ils sont heureux de vous savoir aussi et disponibles. Alain Kati, pour bien prononcer le nom, c'est désormais le capitaine à bord de la CCIB, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Il succède ainsi à l'opérateur économique Jean-Baptiste Sativi, mais en qualité d'administrateur provisoire et non d'élu. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres en sa séance du 23 janvier dernier. Surprise pour certains, normalité pour d'autres. Rustico, eh bien, la nouvelle est tombée désormais au chevet de la CCB, tel un malade, un autre administrateur. Alors, avant d'apprécier la nouvelle, dites à nos téléspectateurs ce qu'il faut retenir d'important parlant de cette institution, la CCIB. Merci beaucoup. Vous savez, la CCIB, c'est un organe vraiment très important pour les acteurs, pour les opérateurs économiques. La CCIB a pour mission beaucoup plus de fédérer les opérateurs économiques et de défendre leurs intérêts, d'accord, vis-à-vis de l'État, des collectivités, des bailleurs, ainsi de suite. C'est le rôle fondamental de la CCIB. Et donc, la CCIB étant donné qu'elle se comporte comme beaucoup plus comme c'est pas le bouclier, d'accord, des opérateurs économiques, reste à savoir si tous ces rôles-là sont réellement joués pour qu'on puisse vraiment assister à une bonne harmonie entre la CCIB et les opérateurs économiques. Parce que vous n'êtes pas sans savoir quand même que le tissu économique est animé par les acteurs économiques et ils ont besoin forcément d'être organisés, d'où la CCIB est alors l'organe fêtier qui s'en occupe. Alors pour revenir naturellement à la décision, vous savez, bon, moi je ne suis pas surpris, parce que pour éviter ce que nous appelons... Je ne suis pas surpris. Je vous arrête là, oui, on va revenir pour savoir pourquoi pas surpris. Mais avant, je vais me retourner vers Kazmi Pedjo et a raison. Il y a, je crois, 5 mois de cela, la Nouvelle Économie faisait un grand zoom sur la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Que Rustico n'est pas surpris, le DP de la Nouvelle Économie est-elle surpris par ce qui se passe? D'abord, un complément parlant du zoom que vous avez eu à réaliser en son temps, au temps fort de l'absence de ce que certains ont appelé des yeux avertis des opérateurs économiques aux côtés du chef de l'État. Vous avez parlé du patronat, vous avez parlé aussi de la CCIB. Aujourd'hui, nous parlons de la CCIB et comment observez-vous la nouvelle situation? Je ne suis pas également surpris et je ne vais pas expliquer ce que mon vis-à-vis a commencé par dire, mais je dirais ce que moi j'entends donc par l'absence de surprise. Vous savez, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin au Bénin a perdu donc de sa mission, a perdu donc de sa valeur, a perdu de tout son aura, tout simplement parce que la politique politicienne s'est mêlée, parce que l'institution revêt d'une couleur bizarre
d'une couleur politique. L'institution n'a pas pu se séparer du politique. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et je vous dirais que après donc, cette réforme, après cette crise qui a commencé il y a quelques jours, sinon, qui est toujours là, dans 5 ans, je ne sais pas si c'est le délai qu'il faut après le test. Là, vous êtes, il y aura toujours crise. Dans l'économie des faits actuels. Des faits oui, actuels. Mais je m'inspire de ce qui s'est passé par le passé pour pouvoir projeter ce qui viendra. On va le faire graduellement, puisque j'ai fait une discrimination positive tout à l'heure. Je lui retourne la parole pour qu'il revienne à votre devoir en qu'on avance. Oui, pas surpris non plus. Et les raisons chez vous, c'est quoi? Kazmi, lui, c'est parce qu'il y avait une senteur du politique à outrance qu'on en est là. Oui, vous savez, moi, je ne suis pas surpris. Déjà, quand vous voyez le rapport que la commission aurait déposé, et vous voyez déjà que l'Assemblée consulaire, qui est l'un des organes de l'institution, a renoncé tout simplement à ce qui est à l'intérieur de ce rapport-là. Donc ça pose déjà un problème. Un travail qu'on vous fait pour améliorer les conditions en interne, mais vous-même déjà en tant qu'organe fêtière de la maison, vous ne vous retrouvez pas. Donc il y a un problème qui se pose, il y a un problème de gestion qui se pose. Alors si tant est que les objectifs visés par ce toilettage-là, c'est tout simplement revoir les modes d'élection, revoir comment est-ce qu'il faut gouverner, puisque on aurait appris, c'est vrai qu'on n'était pas là la plupart du temps, qu'on aurait appris qu'il y a des comptes performance, qu'il y a la mauvaise gestion, tout et tout, mais si les faits sont vraiment sacrés, effectivement il y a une mauvaise gestion, il est important alors de toiletter un peu les tests. Vous savez, la maison utilise des tests qui datent de très longtemps également, il vaut mieux accepter les toiletter pour que nous puissions repartir sur de nouvelles bases. Donc c'est dans ce sens-là, moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas du tout surpris parce que si déjà l'un des organes parmi, vous savez, la CCB est dirigée par des élus consulaires et une administration composée de 6 organes. Et parmi les organes, il y a l'organe consulaire qui a dit tout simplement, lui n'adopte pas alors le rapport qui a été rédigé par le comité. Ça pose un problème, dès qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc vous comprenez avec moi que déjà en leur sein, déjà, il y a un problème. Et donc il faut carrément essayer de résoudre ce problème le plus rapidement possible pour que la vie des opérateurs économiques soit protégée. Parce que tout ce que nous disons aujourd'hui, ça tourne autour des opérateurs économiques. Si un opérateur économique ne voit pas ses intérêts protégés, c'est qu'il est obligé alors d'aller s'installer ailleurs. Donc, quand vous êtes dans les girons du Bénin, vous devez pouvoir bénéficier, jouir des privilèges de la CCIB. On a dit tout à l'heure que la CCIB défend les intérêts des opérateurs vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des bailleurs, vis-à-vis des collectivités. Est-ce que cela est fait? Mais il y a des opérateurs certainement qui ont des soucis, qui ont des difficultés. Est-ce qu'on a vu la CCIB brandir quand même des arguments pour pouvoir défendre l'un ou l'autre? On n'en a pas vu. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses, naturellement, je ne suis pas la CCIB, mais en ma qualité d'observateur, je vois quand même qu'il y a eu beaucoup d'objectifs non atteints au niveau de la CCIB, d'où je ne suis pas du tout surpris par rapport à cette réforme. L'autre chose pour finir, c'est que ils ont fait leur mandat juste hier à 0 heure. Donc je me dis, pour éviter un vide juridique, il faut nommer naturellement quelqu'un d'autre pour suivre les travaux de la maison. Mais l'autre chose, là où il faut peut-être attirer l'attention des dirigeants, c'est le temps. Pendant combien de temps l'administrateur provisoire va faire son travail pour qu'on puisse vraiment harmoniser les tests, toiletter les tests et faire les nouvelles élections? C'est le plus important aujourd'hui parce qu'on ne peut pas laisser la maison comme ça. Si tant est que tout le monde a fini son mandat, l'organe dirigeant actuellement a fini son mandat, il vaut mieux renouveler l'équipe. Maintenant, j'avoue que ce n'est pas seulement la CCB qui est dans ce cas-là. Il y a beaucoup de structures qui sont dans ce cas-là. En restant au niveau de la CCB, avant d'évoluer, oui, des bruits de bottes vers la fin du mandat du président sortant, Sativi, on en a sérieusement connu. Mais après, on a eu comme l'impression que la tempête s'est calmée. Avant de revenir sur ces éléments qui ont inquiété un certain nombre d'observateurs, Kazmi Pidjoa, il faut rappeler à la mémoire collective que cette maison a connu déjà un administrateur. D'aucuns l'ont appelé le docteur en son temps, qui devrait, avec les signer, c'est un collège de médecins à ses côtés, faire le diagnostic qui se pose et faire les prescriptions qui vont avec pour la relance de la maison. Et Sativi, en son temps nommé, était pour certains comme l'étoile rare qui devrait permettre de conduire le navire à bon port.
Alors, du travail qui a été fait durant cette période de transition à l'élection connue avec un mandat maintenant achevé, que s'est-il passé? Beaucoup de choses se sont passées, ou du moins rien ne s'est passé avec le nouveau dirigeant qui a été donc installé en 2014. Rien ne s'est passé, simplement que le nouveau dirigeant... J'espère que vous entendez vraiment. Vous dites rien. Rien ne s'est passé. Un opérateur économique à la tête d'une structure comme celle-là, et vous dites rien? Oui, et je vais m'expliquer. Il a dit tout à l'heure que la Chambre de commerce, déjà le rapport n'a pas été déjà accepté par l'institution consulaire. Et je voudrais donc aller beaucoup plus dans les détails pour dire que Jean-Baptiste Satchivi n'a jamais dirigé la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, en ce sens qu'il a confondu, aux premières heures de sa gouvernance, il a confondu donc son bureau de CDPA donc au bureau d'une institution. Non, ici, il ne s'agit pas des employés. Je vais expliquer. Ici, il s'agit des élus, il s'agit des pairs, il s'agit des personnes qui vous ont renouvelé, enfin qui vous ont confié un mandat, un engagement, à qui vous devez donc respect, à qui vous devez considération au regard des textes qui régissent donc la maison, au regard des dispositions légales donc attribuées personnellement par l'institution. Il ne s'agit pas de prendre des dispositions et de leur imposer ça pour dire voilà comment ça va se faire. Non, vous devez recueillir leur avis. Vous devez fonctionner selon les dispositions légales. Ça n'a jamais été le cas pour lui. Il n'a jamais voulu donc reconnaître à sa juste valeur ses pairs. Il a toujours voulu fonctionner en formant une équipe autour de lui, en voulant donc aller au-delà d'un certain nombre de choses. Et moi, je me sens à l'aise dans ces analyses parce que j'ai dit, la Chambre de commerce, ce n'est pas hier, ce n'est pas le jeudi, ce n'est pas le mercredi, donc 23 janvier 2019, que la crise a commencé. Non, la crise a commencé il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Et vous allez comprendre, quand j'aurais dit tout à l'heure qu'au-delà donc de la personnalité qu'incarnait donc Jean-Baptiste Satchivi au sein donc de l'institution, ce personnage est un peu, excusez du peu, est un peu de la classe bourgeoise. Et il n'a pas voulu écouter les acteurs. Il a voulu donc gérer avec cette haute bourgeoisie. Il n'a pas voulu donc délocaliser, décentraliser le pouvoir. Il n'a pas voulu donc un certain nombre de choses. Et ça a donné lieu à ce qu'on a assisté. Jean-Baptiste Satchivi, avec ses pairs élus consulaires, ne s'est jamais entendu jusqu'à la fin donc de son mandat. Ça a été toujours comme ça. Ça a été une crise, je dirais à la limite, excusez l'expression, fratricide, en ce sens que dans son équipe, dans son bureau, les gens ont toujours donc posé un débat de division. Les gens ne se sont jamais entendus. Alors, au-delà de ça, il y a que l'homme s'est accoquiné un peu avec la politique, avec l'ancien régime, où, figurez-vous, c'était l'homme vertueux de la République. Oui, Jean-Baptiste Satchivi, c'était l'homme vertueux de la République. Je ne comprends pas que le même gouvernement, enfin le même État, qui a reconnu dans un passé très récent un homme vertueux, qui a été donc moins homme vertueux en prenant les attributs de la République. Je veux parler donc de la distinction honorifique de l'homme en tant qu'homme vertueux, et que quelques années après, qu'un conseil des ministres déclare donc ce monsieur incompétent qui a géré avec opacité, où on parle de contre-performance. Voilà un peu la dichotomie qu'on peut aujourd'hui noter dans la gouvernance. Alors, à cela maintenant, attribuons les responsabilités à chaque niveau. Est-ce que la CCIB est une institution qui défend les intérêts donc, des opérateurs économiques? Certainement pas. Ou bien, est-ce que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est l'antichambre du ministère du Commerce? Certainement, parce que vous comprenez que désormais, c'est le pouvoir politique qui règne au sein de cette institution. Fut-il donc coopté par un certain Boni Yahi en son temps pour donc diriger? Aujourd'hui, en son temps, il a été donc monté de toutes pièces pour être l'homme vertueux contre les hommes non vertueux. Et il s'est fait que, ironie de l'histoire, ironie du sort, l'homme non vertueux, les hommes entre griffes non vertueux d'hier sont devenus aujourd'hui, sont au pouvoir, donc sont devenus les hommes vertueux, et donc devraient travailler avec l'homme vertueux. Voilà la crise. Il ne faut pas chercher dans les tests.
Monsieur Joël Yetondi. Oui, Il ne faut pas chercher dans les textes parce que j'ai été chercher là, dans le journal officiel, quelque chose de fondamental. Oui. Vous allez partager ça avec nous tout à l'heure. Je vais partager cela. Pas tout de suite, s'il vous plaît. J'ai relevé 2 données très importantes à travers l'exposé que vous venez de faire et j'aimerais avoir quand même la réaction de l'expert financier. Ça fait aussi un peu froid quand on suit certaines démonstrations. C'est vrai, à travers les mots, il nous a replongé un peu dans cette période de fièvre électorale autour des élus consulaires. C'est vrai, l'homme était présenté comme le plus vertueux. Le mot était presque sacralisé en son temps et ça se cherchait partout qui est vertueux et qui ne l'est pas. On se rappelle ces plateaux qui ont été réalisés à l'occasion. Mais alors, si le problème se pose sous cet angle, avant de venir sur le second aspect, est-ce qu'on est vraiment sorti de l'auberge? Je m'explique. Hier, présenté effectivement comme l'homme vertueux, adoubé. À la limite, tout s'était joué autour de Jean-Baptiste Sativi, porté presque en triomphe. On a eu ce résultat. Subitement, un peu à l'interne, il y a eu beaucoup, comme je le dis, de bruit de bottes. Après, on a eu comme genre d'accalmie. La fin est ce que nous constatons actuellement. L'homme est en fin de mandat, il a terminé son mandat, mais on relève des contre-performances. Et l'État, l'équipe actuellement en place, c'est vrai, il faut reconnaître le profil de l'actuel dirigeant à la tête du Bénin, un opérateur économique aussi. C'est le gouvernement qui décide maintenant d'une période de transition avec un autre administrateur. Est-ce qu'on ne court pas le risque de tomber dans un même piège demain? Que notre trouve encore qu'il faut une autre période de transition, si le schéma est celui-là éventuellement. Bon, vous savez, par rapport au premier développement, comme le disait Casimir, c'est vrai, on l'avait décoré par le passé, c'était dans un contexte précis. Je pense qu'un mot qu'on n'utilise plus dans un contexte devient un prétexte. Puisque actuellement, c'est un autre gouvernement qui est là et je pense quand même que chaque gouvernement avait ses armes. D'accord? En termes de vérification de la gouvernance d'une entité, chaque régime avec ses armes. Cela ne voudrait pas dire que si on l'a décoré par le passé, par un régime antérieur, on pourra encore le décorer pour le régime à venir parce que ce qui est bien pour l'autre peut ne pas l'être pour l'autre. Ainsi de suite. Il faut relativiser un peu. Alors, le plus important aujourd'hui, la phase de transition, oui, c'est vrai, le piège est là. Le piège est là parce que rien ne prouve que les objectifs qu'on a fixés, qu'on a signifiés à la CCIB seront réellement respectés. Parce que, en fait, c'est ça le problème fondamental. Il a sonné tout à l'heure, il demandait est-ce que la CCIB protège réellement les opérateurs économiques? Tout ce que nous disons aujourd'hui, ça tourne autour des opérateurs économiques. Ça tourne autour des opérateurs économiques. Ça veut dire que si la CCIB ne fonctionne pas, c'est que la chaîne étatique ne fonctionne pas au niveau des acteurs politiques, des acteurs économiques, pardon. Donc il est important de restructurer la maison. Mais restructurer la maison suppose quoi? Qu'il faut vraiment vérifier la gouvernance de la maison. Il faut accepter se faire contrôler. Il faut accepter quand même rendre compte de ce qu'on a fait comme gestion. Et donc aujourd'hui, celui qui a fini son mandat, je ne veux pas personnaliser le débat, il a fini son mandat. Je pense qu'on ne lui a pas reproché grande chose que la contre-performance. Mais dans la contre-performance, vous savez, moi, en tant que financier, c'est un mot valise. Quand on parle de contre-performance, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a assez de choses à l'intérieur. Et je ne suis pas sûr que c'est ce que je pense qui soit à l'intérieur de ce mot-là, quand on l'a utilisé, tel que ça a été utilisé dans le relevé du Conseil des ministres. Mais si c'est ce que je pense qui est dedans, alors là, c'est grave. Alors c'est grave. Mais si ce n'est pas ce que je pense et que je relativise un peu ce qui serait à l'intérieur, alors je pense que, comme il a fini son mandat, il sera alors prêt et apte à redonner une nouvelle couleur alors à la maison pour que les opérateurs économiques vivent mieux. Ça, j'insiste là-dessus. Pour que les opérateurs économiques vivent mieux, c'est très important. Que tout se passe très bien, ça dépend de maintenant. Ça dépend des jalons qu'on est en train de poser. Absolument. Mais alors, lorsqu'on a fini et que ce mot sort, un mot valise, comme bien vous le dites, qui contient beaucoup de choses, et vous priez à la limite pour que ce ne soit pas ce que vous redoutez, là, est-ce qu'un audit, comme le demandent certains, ne s'impose pas pour permettre de parfaire tout ce qui se fera. Naturellement, lorsque vous avancez, déjà l'argument de contre-performance, c'est que vous avez des indicateurs précis. C'est pour ça que je dis, je me demande si ce que je pense là, c'est vraiment ça qui est dans
vraiment l'utilisation de ce mot-là. Donc, s'il y a des comptes performance, c'est qu'il y a des indicateurs précis sur lesquels des gens vraiment assermentés ont pu opiner pour donner tout simplement leur avis personnel. Et donc, ce n'est pas parmi les membres qu'on va dire que non, le président a mal géré. Non. On doit avoir un avis extérieur à la maison qui pourra quand même faire une vérification générale de la gouvernance de la maison avant de dire effectivement qu'il y a tel, qu'il y a tel, qu'il y a tel. Mais si tant est que, puisque je n'ai pas appris qu'il y a une mission d'audit, s'il y a une mission d'audit par exemple dans cette maison et cela débouchait sur des comptes performance, des velléités de ce genre par exemple, vous allez remarquer qu'effectivement, alors il est important de faire la part des choses. Mais à malheur, quelque chose est bon. Il y avait eu peut-être certainement ces griefs-là depuis des années, ça n'a jamais été soulevé, mais les gens étaient contraints de rester dans le délai parce qu'il a un mandat, il doit finir le mandat, mais à la fin du mandat, il faut renouveler l'équipe. Pour renouveler l'équipe, il ne faut pas repartir encore avec les mêmes erreurs. Il faut accepter de toiletter la maison. Aujourd'hui, maintenant, la CCIB se voit dans une position où pratiquement même les opérateurs économiques n'y vont plus. Vous voyez, aujourd'hui, vous prenez les opérateurs économiques aujourd'hui, très peu sont à jour vis-à-vis des cotisations de la CCIB. Très peu sont à jour. Puisqu'ils ne bénéficient plus du tout des avantages de la CCIB. Tout ça, c'est des réformes qu'il faut voir. La manière par laquelle les élections se font, il faut revoir cela. Ils ont dit ça. Les dysfonctionnements en termes de gouvernance, ils ont crié sur ça. Donc, je pense que ce ne sont pas des mots qui datent d'aujourd'hui. C'est des mots qui existaient depuis des années. Et bien, ils ont traîné l'État et puis ils ne voulaient pas accepter le changement. Et le plus important aujourd'hui, c'est que les opérateurs économiques béninois soient mieux traités. Et c'est extrêmement important parce que cela va directement de la suivi de notre économie. Si les opérateurs économiques ne sont pas bien entretenus, ne sont pas défendus vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des bailleurs, vis-à-vis de tout le monde, des collectivités territoriales, vous n'allez pas voir l'économie tourner. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce débat-là que nous faisons au niveau de la CCB, c'est un maillon dur, c'est un maillon important pour alors la chaîne économique béninoise. Donc, il est important quand même de faire des réformes profondes qui puissent profiter réellement aux parties prenantes de la maison que de faire des réformes particulières. Je dis bien, je ne voudrais pas qu'on puisse faire des réformes qui pourraient quand même peut-être arranger une minorité et de laisser la majorité. Là, une réforme doit être pour tout le monde. La réforme, quand la réforme viendra, on doit sentir que la maison effectivement a changé. Je vous dis, j'ai rencontré tout à l'heure, même avant de venir dans mon bureau, un opérateur économique qui me dit, moi là, je ne sais pas, je n'ai plus jamais payé mes cotisations. Il me l'a dit. En parlant de la CCIB, puisque quand vous avez une entreprise, il y a des cotisations qu'il faut payer à la CCIB. Mais les gars ne payent pas. On ne paye pas. On ne paye pas parce que le gars ne voit pas l'utilité de le payer. Mais c'est carrément quand il se voit dans une situation où il doit renouveler sa carte d'importateur, il doit pouvoir aller payer les cotisations. Il ne commence pas à courir maintenant. Vous voyez, sans obligation, la personne ne coupe pas. Ah, normalement, ça ne devait pas être le cas. Là, ça devait être un réflexe. Alors, Casimir Pidjoa, avant de revenir à votre fameux test, dites si on peut avoir ces griefs contre le bout de bureau sortant, parler de questions de politisation qu'on connaît, ce n'est pas seulement au niveau de ces structures, qui reste un mal qu'il faut combattre à tout prix pour permettre aux institutions de mieux se porter. Mais est-ce qu'il ne faut pas remarquer qu'il y a des failles certaines au niveau des tests qui régissent la maison elle-même? Et si on parle de failles au niveau des tests, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger alors sur ce qui a bien pu se faire pendant la première phase de transition, pour qu'on arrive à avoir peut-être un bureau encore tout puissant qui fait peut-être comme il entend, quand on se réfère bien entendu à votre exposé, sans vouloir faire un débat de personnes, et aller de l'avant. Est-ce que l'on ne doit pas s'interroger sur ce qui avait été fait durant cette période de transition avec le toilettage apporté au test pour qu'on se retrouve presque à la case départ? Merci beaucoup, Joël, et je vous remercie pour la pertinence de votre question. Vous savez, à ma chute, je disais que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, je précise du Bénin, n'a aucun problème de test. La crise à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin n'est pas dans les tests. La crise n'est pas dans les tests. La crise, c'est au niveau des personnes qui veulent diriger et des personnes qui dirigent le Bénin. La crise serait toujours là tant qu'on ne va pas changer de paradigme, tant qu'on ne va pas changer la mentalité de penser, la mentalité de gouverner l'administration, de gérer l'administration, tant qu'on ne va pas gérer ça, on assistera toujours. Parce que quand vous regardez dans le temps, vous comprenez que c'est la même chose qui arrive à toutes les générations. Tous les présidents ont été installés de la même manière et sont partis de la même manière.
tous les présidents, enfin, d'une certaine époque, ils ont toujours eu la crise. Vous savez, le 12 avril 1908, quand la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a été mise sur pied, c'était clair dans la tête du colon. C'est d'importer un modèle qui a gouvernance donc, au niveau de la France vers donc, la colonie. Et ça a fonctionné jusqu'après les indépendances. Pour être plus précis, en 1962. Tout le problème de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a véritablement commencé à partir de cette date, où il y a une immixtion du politique et forcément de l'institution consulaire. Et aujourd'hui, je suis venu avec un document qui date de 1992, et donc du président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui est encore en vie, qu'on peut interroger, et qui a donc, sous sa gouvernance, l'Assemblée nationale a voté une loi, la loi numéro 92-022, que je peux laisser, hein, lisez, que je peux laisser pour donc la lecture. Cette loi ne comporte que 5 articles. Et depuis 1992, la Chambre de commerce n'a eu que des problèmes. Pour 5 articles. C'est pas possible. Et chaque fois, c'est les décrets qui sont incriminés. Ah bon? C'est les tests devant conduire. Vous revenez là à la question que j'ai posée. Vous dites c'est les tests, c'est le décret. Et ici, je parle de la loi. Je veux nuancer. Okay. La loi en elle-même, le législateur, le peuple béninois, les opérateurs économiques ont décidé en 5 articles de régler la question de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, sans difficulté. Mais c'est maintenant l'applicabilité à travers le décret, à travers donc le règlement intérieur qui pose problème. Et les tests qu'on veut actualiser, qu'on veut la relecture des tests dont on demande, ce n'est pas la loi à l'Assemblée nationale. C'est plutôt le règlement intérieur qui doit donc conduire à l'élection d'une nouvelle équipe. C'est la gestion. Figurez-vous que déjà le 25 juillet 2018, l'Assemblée consulaire s'est elle-même refusée de voter le rapport de son président. Ça posait déjà un problème. Je vous précise les dates pour que vous puissiez afficher à cette date le leader politique qui est en place. Je vous précise ces dates-là. Et je ne voudrais pas remonter la pente en histoire pour rappeler qu'en 2011, on avait déjà une crise qui était déjà là. En 2001, on avait déjà une crise qui était également là. Alors, donc, voilà comment la Chambre de commerce fonctionne. Et à chaque fois, on nous rabat à l'oreille, on nous rappelle qu'il faut toiletter les tests. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les tests aussi de si salissant que quelqu'un toilette à coût de millions, ça il faut le préciser, parce que ce n'est pas sans sous du contribuable, à coût de millions, la commission Coucou, qui a donc déposé son rapport, et c'est au regard de ce rapport que l'équipe actuelle donc, a été élue avec ovation, plébiscité à la limite, moins au sceau de la République comme l'homme vertueux, et qu'au soir de son règne, qu'on le qualifie de tous les noms d'oiseaux, qu'on lui mette sur la tête tout le péché d'Israël. C'est ça le véritable problème. Et déjà peu avant ça, au niveau de la commission sous-régionale, l'homme avait déjà été décrié et chassé à la limite de la tête donc de l'institution consulaire sous-régionale. Sativi a mordu la poussière. Bon, alors qu'il a été plébiscité. Donc, en définitive, s'il y a des leviers à revoir, ce n'est pas dans les tests. C'est dans la personnalité physique de la Chambre de commerce. C'est dans la personnalité physique de l'État. Il faut que nous puissions séparer la politique, le politique de l'institution consulaire. Il faut que la Chambre de commerce revienne de droit aux opérateurs économiques. Vous savez, il a dit quelque chose de très pertinent et de très intéressant que j'aime. Aujourd'hui, avec la crise que les opérateurs économiques ont eue, je ne veux pas situer dans le temps, mais on n'a pas vu cette chambre consulaire aux côtés des opérateurs économiques. Je vais citer des secteurs précis. Le cajou. Vous voyez ce que les Indo-Pakistanais ont connu au point où ils se sont rebuffés, ils sont repartis chez eux,
ou bien ils sont allés dans d'autres pays. Mais est-ce que la Chambre de commerce et d'industrie est venue à leur secours pour discuter avec l'État, planifier les choses en temps normal, selon donc les tests de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin? La Chambre de commerce devait être une appendice, un couloir de transition entre l'État et les opérateurs économiques. Il doit y avoir une bonne entente entre l'État et la Chambre de commerce pour aller maintenant gérer les problèmes au niveau de la sous-région, au niveau international. Parce que le marché de la sous-région et le marché international imposent aux opérateurs économiques béninois des normes qui ne sont pas forcément les leurs. Je prends l'exemple du Nigeria. J'ai vu l'autorité. J'étais dans une mission avec Jean-Baptiste Sativi l'année dernière au Nigeria. Mais l'homme, quand il a pris la parole, mais ce n'était même pas un vendeur de pure water dans les rues de Lagos qui parlait. Quand la dame donc, de la NAFDAC a pris la parole, a exposé les conditions dans lesquelles ils acceptent les produits agroalimentaires sur le sol nigérien, et quand Sativi a pris la parole, c'était du ridicule. Quand l'administration, c'était du ridicule. Parce que le Nigeria a imposé, à travers la NAFDAC, le Nigeria a imposé sa dictature. Et tout ça, c'est un problème au niveau de l'institution ou quoi? Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir. La structure n'a pas le pouvoir qu'il faut. Parce qu'ils ne se sont pas fait épauler par l'État. Okay. Ils ne sont pas sous mandat de l'État. L'État n'a pas accompagné l'initiative. Et pourtant, c'était une initiative louable. C'était une initiative. Donc les choses allaient très bien organisée. Se passer autrement s'il y avait l'onction. S'il y avait l'onction de l'État central. S'il y avait donc une mission diplomatique bien ficelée, comme le veut le thème, c'est l'ambassade du Nigeria près le Bénin qui a organisé sa mission. Et on parle de collaboration, ça ne devrait pas être ça. Donc voilà les difficultés. Et quand vous rentrez dans les méandres, et quand vous êtes opérateur économique, mon cher Rustico, quand vous êtes opérateur économique, et on va sur un marché nigérien pour négocier, et vous voyez comment on a traîné donc dans la boue votre leader, celui-là qui vous représente. Vous n'avez rien eu. Mais à la fin de l'année, je vais vous payer. Je ne paye rien. Donc je suis d'accord avec vous. La Chambre de commerce et d'industrie vit le problème que lui-même s'est créé en allant chez les politiques. La Chambre de commerce ne devrait pas aller chez les politiques. Aujourd'hui, Rodrigue Rustico, le problème qui se pose en termes d'émission politique dans la mission de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, au regard des tests, est-ce que la Chambre de commerce a d'autres choix aujourd'hui? Quand on prend la façon dont les tests sont structurés, parce que je demande à votre vis-à-vis tout à l'heure, si les tests ne sont pas vraiment à revoir. Mais je pense que c'est d'abord la question du politique. Mais on arrive à dissocier cela comment? Non, en fait, je l'ai suivi avec intérêt dans son développement tout à l'heure. C'est vrai, et il y a un problème d'abord au niveau des tests. Vous savez, par rapport au réaménagement, en principe, au toilettage de la maison, il y avait quand même des axes de réforme. On disait par exemple de revoir le mode de scrutin, le mode électoral dans la maison. Cela suppose quoi? Il faut comprendre maintenant par quelle méthode il faut alors élire quelqu'un qui va diriger la maison. Vous savez, lorsque vous avez quelqu'un qui est nommé, c'est très difficile. Quand vous nommez, c'est difficile vraiment de gérer. Mais vous n'avez pas tellement de marge de manœuvre. On n'est pas dans le cas de nomination. On n'est pas dans le cas de nomination. On vit ces problèmes. Et pourtant, nous vivons ça. Ça veut dire qu'il y a un problème carrément qui est extérieur à ce système-là. Conséquence, il faut revoir les choses. Moi, je ne voudrais pas aller beaucoup plus dans les détails des débats individuels, mais je crois que cette maison a eu extrêmement de problèmes. D'accord? Déjà, au sein des membres, d'abord, de l'équipe dirigeante, déjà, il y a eu des problèmes. Ces problèmes n'ont pas été solutionnés, naturellement, et chacun était dans son coin. Le leader devrait normalement chercher à avoir des compromis, à avoir des consensus pour pouvoir avancer. Ça n'a pas été le cas. Et conséquence, si vous vous rappelez très bien, l'année, je pense que pratiquement vers la fin de l'année passée, il y avait eu des informations qui circulaient sur les réseaux sociaux, qui intentaient naturellement des intentions vis-à-vis de du président. Donc, c'est pour vous dire quoi? En fait, au Bénin, quand moi j'ai fait une belle remarque, les rumeurs, souvent, la plupart du temps, finissent pas vraiment se réaliser.
quand on avait commencé par soulever ce problème-là dans ce pays, ben, je me demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en même temps, les réseaux sociaux en ont parlé, et le président Sativi a fait une sortie en même temps, il a fait des écrits sur les réseaux sociaux pour faire comprendre qu'il n'avait absolument rien du tout, il est libre de ses mouvements. Mais après, c'était du calme. Mais on ne savait pas qu'il y avait vraiment un travail qui se faisait après. Mais de l'un dans l'autre, il faut tout simplement reconnaître que lorsque vous voulez gérer une structure comme celle-là, vous devez naturellement être un acteur économique, d'accord? Et l'activité politique ne doit pas être votre regard, ne doit pas être votre outil. Parce que si vous voulez coupler l'activité politique et l'activité économique, mais vous allez gérer deux intérêts différents. Les intérêts économiques sont séparés des intérêts politiques. Et donc, si il doit pouvoir se baser sur la politique pour pouvoir gérer l'économie, c'est pas facile. Et ce n'est pas des postes de responsabilité de ce genre. Il faut coupler. Le président sortant, on ne l'a pas vu actif politiquement sur le terrain. Très bien. Très bien. Vous savez, je vous ai dit, et chaque régime avec ses réalités, chaque régime forme ses hommes. Et comme celui-là qui est là aujourd'hui a eu certainement quelques difficultés avec ses collaborateurs, la meilleure bonne manière, c'est d'attendre la fin de son mandat et de renouveler tout simplement l'équipe. Et pour renouveler l'équipe, on est tenu quand même de vérifier un peu la gestion de l'équipe passée. On va auditer pour vérifier là où il y a des couacs, parce que le relevé a été clair. Il y a eu des dysfonctionnements. Si on parle de dysfonctionnement, ça veut dire que le contrôle interne est vraiment entaché d'irrégularité. Donc, il vaut mieux alors parvenir à identifier vraiment les risques qui minent cette maison-là actuellement, commencer par alors diminuer un peu ces risques-là et repartir sur de nouvelles bases. Si les opérateurs économiques ne se voient pas rassurés, je ne vois aucun opérateur économique se lever de son bureau librement et aller à la CCB payer sa cotisation. Or, si on mettait en place un bon système, on toilettait réellement les tests, de manière à ce que celui qui soit là ne soit pas vraiment lié à la politique, mais c'est comme dans votre domaine d'activité. Vous prenez par exemple la HAC. Pensez-vous que si c'est un professionnel de la HAC, c'est un professionnel que vous avez mis au niveau de la HAC, vous aurez autant de difficultés? La réponse est non. Parce que en fait, c'est un secteur un peu difficile, où il faut un acteur du secteur. Donc c'est pareil au niveau de la CCB. Il faut forcément un acteur du secteur. On ne peut pas prendre peut-être un géographe pour aller diriger par exemple la HAC. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc il est important. Le schéma, ce problème aussi est réglé une fois encore. Voilà, vous voyez un peu. Donc c'est pour vous dire quoi? Quand vous voulez régler des problèmes des secteurs d'activité donnés, il faut prendre des connaisseurs. Il faut prendre des gens qui s'y connaissent et des gens qui ont la vision pour les opérateurs économiques, dans ce cas-là. Dans le cas de la CCB, les gens doivent avoir la vision pour les opérateurs économiques. Quelle est la vision? Vous imaginez par exemple que nous puissions avoir un organe comme la CCB et que le président de la République peut-être voyage et qu'on ne voit même pas les opérateurs économiques à côté du président. La CCB ne joue pas son rôle. Ah ben vous êtes sûr que c'est la CCB? Non, ça veut dire que la CCB ne joue pas son rôle. On dit que la CCB défend les opérateurs économiques vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des bailleurs. Dans ce cas aussi, si le bureau dirigeant n'a pas l'onction, l'onction de l'exécutif, ça va se passer comment? Non, écoutez, il ne peut pas débarquer. Dans le bureau, c'est pour ça que je dis, si on vous a mis là, si vous êtes à ce poste pour travailler, vous devez avoir les coups francs pour travailler. Mais si on vous confie une responsabilité et vous n'êtes pas en mesure de gérer, mais démissionnez. Démissionnez pour qu'on puisse comprendre que, bon, on vous donne pas la main de travailler. Puisque là, maintenant, là, ils se sont tus. Et les faits se sont entassés. Et aujourd'hui, maintenant, là, c'est une bombe. Quelle chance pour ne pas tomber dans les mêmes travers avec la nouvelle équipe de transition installée? Non, là, on va tomber dans les mêmes choses. Ça, il n'y a rien à faire. Le test qui serait... Le nouveau test est connu. Et la nouvelle équipe est connue. Ça, là, il faut pas... Non, mais écoutez, on vient à peine de lancer la machine et vous de quelle machine vous parlez? Oui, mais cette machine qui a fini a été agrippée depuis 2016. Et vous avez posé une question tout à l'heure. Oui, on n'a pas vu Sativi actif en politique. Politiquement, oui. Non, il a été actif. Lorsqu'on vous présentait comme l'homme vertueux pour combattre l'homme non vertueux ou bien les hommes non vertueux, c'est pas de la politique. Et ça l'a suivi. Mais ça vous suit. Mais et c'est ça, il a dit. Il fallait démissionner. Vous êtes obligé de l'accepter comme ça. Vous êtes un bourgeois. Sativi est un bourgeois. Non, on va Sativi n'est pas comme vous. Excusez-moi, nous sommes obligés de personnaliser le débat pour permettre aux uns et aux autres de comprendre ce qui s'est passé. Et surtout qu'on n'arrive pas au même résultat. Et donc, lorsqu'on vous utilise en la matière... Il nous reste seulement quelques minutes. Dites, comment faire pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes travers? Ou pour vous, c'est perdu. Ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, demain sera aussi remis en pause pour peu que l'équipe gouvernementale change.
Je vous dis, il faut que les Béninois apprennent à respecter les textes qu'eux-mêmes se sont donné la liberté de voter. La loi numéro 92-022 est claire, limpide. C'est comme l'eau de roche. Il n'y a rien d'anicroche dans cette loi. C'est 5 articles qui fixent la Chambre de commerce et d'industrie. Maintenant, les décrets d'application, les règlements intérieurs, les ci et les ça, c'est là tout le problème de la Chambre de commerce. Et encore que, lorsque l'équipe actuelle va installer sa loi à travers une commission, à travers une administration provisoire, à travers tout ce que vous voulez, je souhaite que désormais, ces textes soient respectés. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Que l'un ne vienne pas pour régler des comptes. Que l'un n'envoie pas les siens au sein de l'Assemblée consulaire pour bloquer le fonctionnement de l'autre. C'est aussi simple que ça. Il a dit, combien de fois avons-nous vu Sativi dans l'avion présidentiel pour aller défendre les intérêts, même en son temps, quand il était sous la bannière, sous la protection de Dieu, le Père Boni Yahi. Quand il était sous la protection, combien de fois Boni Yahi l'a mis dans son avion pour aller défendre les intérêts des opérateurs économiques? Combien de fois on l'a vu? Presque pas. Et pourtant, la table ronde, les états généraux en la matière, dans les années, je crois, 2014, si j'ai encore bonne mémoire, les états généraux avaient fixé tout ça. Et le chef de l'État avait promis un quota dans son voyage officiel. Il est venu, Patrice Talon, grand opérateur économique, devant la nation tout entière. Combien de fois il a invité Sativi, si ce n'est pas la dernière fois, pour faire du genre du canular, où on a vu Sativi ensemble dans l'avion présidentiel pour aller, donc je ne sais pas où, pour aller défendre quel intérêt, je ne sais pas. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et personne n'a attaché le pied de Sativi au bureau consulaire. Si ça ne va pas, apprenons à démissionner. Parce que pour une fois, un poste qui n'a rien à voir avec la politique, qui n'a rien à voir avec je vais là-bas pour chercher de l'argent, je vais là-bas donc pour corriger une certaine image, c'est un poste qui est attribué à des personnes d'une certaine aisance économique, d'une certaine aisance financière. Donc quand ça ne va pas, moi, Casimir Pédior, je demande la démission. Donc, à votre question, je réponds à 2 choses. Oui. Apprenons à respecter les textes au Bénin. Deuxième chose, apprenons à démissionner. Merci, Casimir Pédior. Oui, Audrey Rustico, le Bénin voudrait bien tourner une nouvelle page. On est à l'ère de la rupture dans les formes que prennent désormais ce qu'on peut appeler une nouvelle réforme pour une CCB mieux restructurée. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter ou conseiller? Non, ce que moi je voudrais bien sûr souhaiter, c'est que la phase de transition ne soit pas une phase vraiment longue. Il faut qu'on soit précis. Vous savez, moi je prends cela comme un objectif à atteindre, et un objectif sans un délai n'est pas un objectif. Il ne faut pas qu'on fasse qu'on laisse le champ ouvert tout simplement à la phase de transition, et que celui qui est là actuellement, par exemple provisoirement, face à encore 5 ans, et c'est 5 ans après qu'on va encore revenir encore sur la même situation. En résumé, de la durée, au-delà de la durée, c'est qu'il faut détacher vraiment les aspects politiques de cette institution. Il faut dépotiliser cela. C'est vraiment possible? Non, vous savez, c'est possible. C'est possible. Vous pouvez voir des gens aujourd'hui qui ont des postes de responsabilité de ce genre, mais l'influence politique peut les amener naturellement à démissionner. Mais on ne peut pas les en vouloir pour soi. Non. Si on vous nomme quelque part, n'oubliez jamais que vous avez une obligation de résultat. Mais vous avez une vision. L'autre vous envoie des influences politiques. Et du coup, vous n'avez pas la marge de manœuvre pour gérer. Rodrigue Rustico, vous allez conclure en disant... Voilà, pour conclure, oui, pour la réforme de la maison, mais dans un délai très précis, pour que nous puissions vraiment redonner encore de la chance à nos opérateurs économiques qui souffrent déjà beaucoup et qui ont vraiment du mal à s'en sortir. Merci à vous, Rodrigue Rustico. Oui, Casimir, vous ne m'en voudrez pas en 15 secondes alors? En 15 secondes, je dirais oui. À ce qu'il a dit, moi, j'ajouterais ceci. Il faut que désormais, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin soit la cheville ouvrière de la défense des intérêts des opérateurs économiques. Il ne faut pas qu'on finisse de toiletter cette tête. On installe donc une équipe où elle ne va pas fonctionner pour défendre. Il faut défendre les intérêts. Merci à vous, Casimir Pédior. Merci une fois encore à vous. Rodrigue Rustico, il faut travailler pour la communauté et non d'abord
pour soi. 100% bénin pour le numéro du jour. Mesdames, Messieurs, on s'en arrête là. Ce sera sur cette citation du centenaire et père de la littérature ivoirienne, Bernard Dadier. Je le cite. Le soleil a beau luire tant qu'il luit sur des misères, il ne réchauffe jamais les cœurs. Soyez de ceux qui travaillent pour tous et non que pour seuls, car le n'est heureux tout seul. 100% bénin, ce sera tout. Et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.